Les couloirs de Nil. Étude notariale de Mr. Davy, au cœur du quartier financier de Londres, sentait le vieux cuir et la vanité bien entretenus. J. était assise sur une chaise trop droite, le dos raide, observant les reflets froids du bois d'acajou poli. Autour de moi, la famille, venue de tous les coins de l'Europe pour cette lecture de testament, affichait des mines contrites de façade. Mais leur regard glissait sans cesse vers moi, plein d'une curiosité malsaine, teintée de jugement. 20 ans. 20 longues années durant lesquelles Victoria, ma propre sœur, avait méthodiquement et en secret cultivé l'idée que Jai était un poids mort, une charge, une ratée. Le mot qu'elle utilisait le plus souvent murmuré à l'oreille de notre mère Marguerite, lorsqu'elle pensait que je ne pouvais pas l'entendre, était parasite. Elle avait réussi à faire de moi l'ombre de la famille. Aujourd'hui était le jour de sa consécration. Le jour où l'injustice qu'elle avait tissée allait être officialisée par les dernières volontés de notre mère. Victoria, drapée dans une élégante robe de deuil, jouait à la perfection le rôle de la fille dévouée, essuyant occasionnellement une larme sèche en fixant le portrait de maman accroché derrière le notaire. Elle savait que j'avais entendu, au fil des ans, les bribes de ces conversations venimeuses. Elle savait que maman avait fini par intégrer cette vision de moi. Marie, celle qui n'avait ni ambition, ni carrière stable, toujours en marge. Mr. Davy, un homme d'une 50aine d'années à l'allure austère, toussa légèrement, ajustant ses lunettes sur le nez. Le silence qui s'installa était si lourd qu'il semblait écraser l'air de la pièce. Il commença la lecture du testament de Marguerite, sa voix monocorde récitant les clauses financières complexes. Il y eut d'abord les legs aux petits-enfants, puis les fondations caritatives, tout cela en quantité substantielle. Enfin il arriva à l'essentiel, l'héritage principal. Victoria, la grande organisatrice, la femme d'affaires respectée, recevait la quasi-totalité des biens immobiliers, les portefeuilles d'actions, et le manoir familial de Cornouailles. Elle pinça les lèvres pour retenir un sourire triomphal. La somme totale était astronomique. Mon cœur ne battait plus vraiment. Il se contentait de pomper mécaniquement. Je savais que ma part serait dérisoire, mais l'officialisation de ce mépris public, après tant d'années de souffrance invisible, restait une blessure ouverte. Le notaire arriva à la clause me concernant. Il lut, avec la même neutralité clinique, que Marie recevrait le petit coffret à bijoux en lac de Chine, sans valeur monétaire significative, ainsi qu'une rente symbolique pour ses besoins personnels, gérée par l'exécutrice testamentaire Victoria. Le choc ne fut pas l'objet, mais la formulation. Une rente symbolique pour ses besoins personnels. Était la confirmation officielle de ce que Victoria avait toujours voulu que la famille pense. Je n'étais pas capable de gérer ma propre vie, je étais une mendiante dépendante. Victoria, en tant qu'exécutrice, avait désormais le contrôle total de ma misérable petite allocation. Dans la salle, un murmure discret parcourut les cousins et les tantes. Leurs regards se posèrent sur moi, pleins d'une pitié condescendante. Était l'humiliation finale, institutionnalisée par ma propre mère, mais orchestrée par Victoria. Victoria ne perdit pas une seconde. Elle se redressa sur sa chaise, son expression soudainement embuée par une fausse affliction. Elle se tourna vers moi, s'adressant à la salle entière, s'assurant que sa voix était suffisamment forte pour être entendue. C'est à cet instant précis qu'elle m'a humiliée publiquement, comme elle le faisait en secret depuis 2 décennies. « Chère Marie, commença-t-elle, sa voix douce comme du venin chaud. Je sais que maman a pris cette décision avec le cœur lourd, mais elle était si préoccupée par ta situation précaire. Ce petit legs, cette rente, c'est sa façon de s'assurer que tu ne te retrouveras jamais complètement démuni, même si tu as toujours choisi de vivre de manière moins conventionnelle. » Le mot précaire résonna comme une cloche. Était le code pour parasite. Elle me traitait de fainéante incapable devant tout le monde, sous couvert de la charité fraternelle. Elle utilisait la mémoire de notre mère comme une arme pour achever mon statut social au sein de la famille. Mon sang se glaça mais je gardai mon calme, mes mains serrées si fort sur la liasse de papier que mes jointures blanchissaient. « Je prendrai mes responsabilités très au sérieux, » continua Victoria, s'adressant cette fois à Mr. Davis. « Je m'assurerai que Marie ait toujours ce dont elle a besoin. Après tout, c'est ce que maman aurait voulu. Elle disait toujours qu'il fallait protéger les plus fragiles d'entre nous. » Elle insista sur le mot « fragile », avec une empathie forcée qui me donna la nausée. Je pouvais sentir les regards de mes oncles et tantes se faire plus accusateurs, plus désapprobateurs. Ils pensaient, Marguerite a bien fait de protéger son patrimoine de cette fille qui n'a jamais rien produit. La douleur était si intense, si familière qu'elle était presque devenue un manteau usé. Mais aujourd'hui ce manteau allait tomber. Pendant 20 ans j'avais encaissé. J'avais souri poliment lors des dîners familiaux, ignorant les sous-entendus cinglants de Victoria sur mon manque de carrière. J'avais supporté la froideur grandissante de ma mère, qui ne comprenait pas pourquoi je ne pouvais pas être comme Victoria. Je savais que toutes ces fissures dans nos relations, toutes ces ruptures émotionnelles, étaient que œuvre de ma sœur. Mais je n'étais pas venue à Londres pour me lamenter, je n'étais pas venue pour pleurer sur ma maigre rente. J'avais anticipé ce moment, cette ultime tentative d'humiliation publique. Je me souvenais parfaitement du jour où j'avais trouvé la preuve.
était il y a 6 mois, juste avant que maman ne soit hospitalisée. Javezanti était venu l'aider à trier de vieilles affaires dans son bureau. Sous un tas de livres, j'avais trouvé une vieille tablette numérique qu'elle n'utilisait jamais. Poussée par une intuition que je ne saurais expliquer, j'avais réussi à l'allumer. Et là, dans le dossier des notes vocales, j'avais trouvé l'enregistrement. Un enregistrement de près d'1 heure. La voix de Victoria. Dans la salle du notaire, l'air était devenu suffocant. Victoria se pencha vers moi, son visage de marbre affichant une compassion parfaitement fausse. Tiens bon Marie. Maintenant, nous pouvons enfin tourner la page. Je serai là pour toi, comme maman l'aurait souhaité. Était la phrase de trop. Le comble de l'hypocrisie. Je relevai la tête. La douleur était là, mais elle était désormais canalisée par une froide détermination. Je n'avais pas pleuré depuis des années pour cette famille, et je ne commencerai pas aujourd'hui. Je regardais Victoria droit dans les yeux. Elle s'attendait à me voir me recroqueviller, à entendre des remerciements timides, ou, au pire, une protestation faible qu'elle pourrait écraser d'un revers de main bienveillant. Elle fut déçue. J'atteignis la sacoche posée à mes pieds. Elle contenait mon ordinateur portable et le câble HDMI que j'avais apporté avec moi. Je me levai doucement, attirant l'attention de Mr. Davy. Mademoiselle Marie, y a-t-il quelque chose que vous souhaitez ajouter avant de signer les documents? Demanda le notaire, manifestement agacé par mon interruption. Victoria me lança un regard perçant, un avertissement silencieux. Reste à ta place, parasite. Oui, répondis-je. Ma voix était étonnamment ferme, rompant le silence tendu. Avant de clore ce chapitre, il y a une dernière volonté qui n'est pas incluse dans le testament de maman, mais qui mérite d'être entendue par tous. C'est la vérité. Je me dirigeais vers le mur où était installé un grand écran de télévision, utilisé habituellement pour les présentations financières. Le notaire fronça les sourcils, mais avant qu'il ne puisse protester, j'avais déjà branché mon ordinateur. Mon geste était précis, calculé. Je ne tremblais pas. 20 ans de mépris avaient forgé cette armure. Victoria pâlit légèrement. Elle ne comprenait pas ce que je faisais, mais elle sentait instinctivement que la situation lui échappait. Marie, qu'est-ce que tu fais? Nous sommes chez le notaire, ceci n'est pas le moment pour... Oh si, Victoria, la coupais-je, mon regard ne la quittant pas. C'est exactement le moment. Tu as passé 20 ans à t'assurer que maman me déteste, que je sois vue comme un fardeau, une charge émotionnelle et financière. Tu as réussi, n'est-ce pas? La lecture de ce testament le prouve. Mais ce que vous avez tous entendu aujourd'hui n'est pas la volonté de maman. C'est le résultat d'une manipulation constante. Ma déclaration fit l'effet d'une décharge électrique. Toute la famille se redressa. Le notaire ouvrit la bouche pour rétablir l'ordre, mais il était trop tard. Je n'attendis pas de réponse. Je fis glisser mon curseur sur le fichier que j'avais nommé simplement vérité. Était un enregistrement vidéo, filmé à l'insu de Victoria, capturé par la vieille tablette posée négligemment sur une étagère, un après-midi où elle croyait être seule avec notre mère. J'appuyai sur play. Écran s'alluma, révélant une image un peu granuleuse de la salle de séjour de maman, quelques mois avant son décès. On voyait maman, fatiguée, assise dans son fauteuil. Victoria était debout devant elle, son visage tendu par l'effort de la persuasion. Et puis, le son. La voix de Victoria, claire, tranchante, mais cette fois sans le vernis de la piété familiale. Était la preuve secrète que j'avais gardée en silence, attendant le jour où elle me démolirait en public. Écoute-moi bien maman, disait la voix de Victoria sur écran, avec une impatience à peine contenue. Tu ne peux pas laisser Marie hériter de la maison. Elle n'a jamais rien fait de sa vie. Elle la vendra pour dépenser l'argent en futilité. Elle est un parasite qui attend juste que tu passes l'arme à gauche pour nous saigner. La salle devint immédiatement silencieuse. Un silence absolu, assourdissant, brisé uniquement par le son de la voix enregistrée. Victoria, qui était au premier plan dans la salle du notaire, devint livide. Son masque de fausse affliction se fissura, révélant la panique brute. « Tu dois t'assurer que tout me revienne », continuait la Victoria enregistrée, sa voix remplie de cupidité et d'une arrogance déconcertante. « Je suis la seule qui gère les affaires. Laisse-lui juste de quoi survivre. C'est la seule façon de la forcer à trouver enfin un emploi digne de ce nom. » Ma mère, Marguerite, enregistrée dans la vidéo, répondait faiblement. « Mais, Victoria, elle est ma fille. Je ne veux pas qu'elle souffre. » « Elle ne souffrira pas. Elle sera forcée d'être responsable. Tu le sais bien, maman, Marie n'a jamais rien valu. Elle le prouvera encore si tu lui donnes trop. C'est le prix à payer pour 20 ans passés à tes crochets. » Chaque mot prononcé par Victoria dans l'enregistrement était un coup de marteau sur la façade qu'elle avait construite. Était la confession publique de la manipulation. Le dévoilement des mensonges qu'elle avait semés jour après jour pour s'assurer le contrôle du patrimoine et, surtout, pour me détruire socialement. Victoria, dans la pièce, se jeta vers moi, ses yeux injectés de sang. « Éteins ça immédiatement, Marie. C'est illégal. C'est une fabrication !» Sa voix était un sifflement hystérique.
L'image de la femme d'affaires posée était effondrée en une seconde. Je reculais juste assez pour rester hors de sa portée. J'ai révélé la vérité, Victoria, lui dis-je, sans aucune émotion. Maintenant tout le monde sait qui est le vrai parasite. Le notaire, Mr. Davy était stupéfait, les mains levées à mi-chemin, incapable d'intervenir face à la violence de la scène et la nature choquante de la preuve. Les membres de la famille, qui m'avaient jugé quelques minutes plus tôt, étaient figés, les visages décomposés par l'horreur de ce qu'ils entendaient. Ils réalisaient que le mépris qu'ils m'avaient montré était qu'une histoire inventée pour la seule gloire et le profit de Victoria. La voix de Victoria, dans l'enregistrement, résonna une dernière fois, résumant sa motivation. Pense à la maison de Cornouailles, maman. Elle est magnifique. Je ne peux pas la partager. Je la mérite. C'est à ce moment-là que la vidéo s'arrêta. La salle est devenue silencieuse. Un silence total. Si dense qu'on pouvait entendre le battement rapide de mon propre cœur. J était libre. Victoria, exposée, était au bord de l'implosion, tremblante de fureur et d'humiliation. Elle était démolie, non par moi, mais par sa propre voix, sa propre cupidité étalée devant ceux qu'elle cherchait tant à impressionner. Ce jour-là, tout a changé. Le fardeau de 20 ans de honte invisible 6 était volatilisé en quelques minutes de vérité cruelle. Je était plus le parasite, mais la victime, et elle, l'agresseur enfin révélé. La salle est devenue silencieuse, un silence total, si dense qu'on pouvait entendre le battement rapide de mon propre cœur. Et le sifflement ténu de la climatisation qui luttait contre la chaleur subite de la pièce. J était libre. Le silence était plus celui de l'attente angoissée, mais celui d'une onde de choc qui était propagée, percutant chaque mur de la pièce, brisant le vernis de respectabilité qui imprégnait les lieux. Les lumières vives du bureau de Davy, d'ordinaire si froides et professionnelles, semblaient désormais crues, éclairant sans pitié le visage décomposé de Victoria. Le vieux cuir des fauteuils, le parfum d'encaustique et de papier ancien, tout cela était submergé par l'odeur métallique de la panique et de l'humiliation qui émanait d'elle. Victoria, exposée, était au bord de l'implosion, tremblante d'une fureur et d'une humiliation qu'elle ne pouvait plus contenir. Elle était démolie non par moi, mais par sa propre voix, sa propre cupidité étalée devant ceux qu'elle cherchait tant à impressionner et à dominer. Ce jour-là, tout a changé. Le fardeau de 20 ans de honte invisibles et lousses était volatilisé en quelques minutes de vérité cruelle. Je était plus le parasite mais la victime, et elle, l'agresseur enfin révélé. Elle ne pouvait plus soutenir le regard de la famille. Ses mains, qui tenaient le dossier de l'exécutrice testamentaire, se mirent à trembler si fort que les feuilles échappèrent et planèrent au sol, comme des oiseaux blessés, symbole muet de son contrôle envolé. Elle se jeta vers moi, le souffle court, ses talons claquant sur le parquet d'acajou avec une violence inattendue. « C'est un montage! Une manipulation !» cria-t-elle, sa voix se déchirant dans un registre aigu et hystérique qui ne correspondait en rien à la femme d'affaires glaciale qu'elle prétendait être. Le vernis était écaillé. « Tu as volé ce fichier! Tu as monté ça de toutes pièces pour me nuire !» Son visage était rouge, les veines palpitant à ses tempes. Elle tentait de saisir l'ordinateur portable, mais je fus plus rapide, le tirant vers moi, hors de sa portée. « J'ai trouvé ce fichier sur la tablette de maman, Victoria, répondis-je, ma voix restant parfaitement stable, un contraste glacial avec sa déroute. Et comme tu l'as si bien entendu, tu t'es enregistré toi-même en train de manipuler ses dernières volontés. Mystère Sir. Davy, le notaire, reprit enfin le contrôle de ses membres, mais il était visiblement secoué. Il était blanc. Sa cravate impeccable semblait subitement trop serrée, et il se dégageait de lui une odeur de sueur froide. Il frappa le bois de son bureau de sa paume ouverte, un son sourd et autoritaire qui peina à percer le chaos émotionnel. « Mademoiselle Victoria! Mademoiselle Marie! Je vous ordonne de vous calmer immédiatement! » Cette assemblée se déroule dans un cadre légal. Nous devons déterminer l'authenticité de cette preuve. Il ajusta ses lunettes, fixant Victoria avec un regard sévère, mais teinté d'une confusion profonde. Le professionnel du droit venait de se heurter à une preuve d'influence indue si flagrante qu'elle remettait en question l'intégralité du document qu'il venait de lire. « Il n'y a rien à déterminer, maître Davy. » Intervins-je, m'adressant directement au notaire, ignorant les tremblements de rage de Victoria. La seule chose que vous devez noter, c'est que le testament lu aujourd'hui est le résultat d'une pression psychologique constante et d'une manipulation exercée sur une femme âgée et affaiblie. C'est ce que la loi appelle l'influence indue. Je sentis les regards de mes oncles et tantes, qui quelques minutes plus tôt me jugeaient comme une mendiante, se faire plus perçants, mais pour une raison entièrement nouvelle. Ils ne me regardaient plus avec pitié, mais avec une curiosité horrifiée. La tante Hélène, qui avait toujours été la plus proche de Victoria, portait sa main à sa bouche, ses yeux agrandis par l'incrédulité et le dégoût. Elle réalisait que l'héritière qu'elle avait tant admirée était une usurpatrice cruelle. 20 ans. 20 ans où chaque interaction familiale avait été empoisonnée par le récit de Victoria. Je revoyais les dîners silencieux, les appels téléphoniques glacés de ma mère,
Les regards furtifs des cousins. Chaque mot entendu sur cette vidéo était la clé qui ouvrait la serrure de ma prison émotionnelle. La douleur de l'injustice était remplacée par une satisfaction froide et totale. Je n'avais pas cherché la vengeance, j'avais cherché la vérité, mais la vengeance pareille était offerte à moi, délicieuse et amère. Victoria, incapable de se contrôler, fit un pas de plus vers moi, les poings serrés. « Tu vas le payer, Marie, je vais te poursuivre, ce n'est pas terminé !» « Si, Victoria, c'est terminé, rétorquai-je, haussant légèrement les épaules, comme si sa menace haine était qu'un bruit de fond insignifiant. C'est terminé parce que, contrairement à toi, je n'ai rien à cacher. La vérité est dans cette pièce. Je n'ai pas besoin de la fortune de maman, mais j'avais besoin de prouver que je n'étais pas la ratée que tu as inventée. Je savais que le manoir de Cornouailles, les actions, le portefeuille d'investissement, tout cela allait être gelé immédiatement en attendant une enquête. Le testament était contesté de facto par la révélation de cette preuve vidéo. Victoria ne recevrait rien. Du moins pas avant des mois, peut-être des années de bataille juridique, et sa réputation, son bien le plus précieux, était détruite. Je fis le tour de la table, mon regard glissant sur les visages figés de ma famille élargie. Ils avaient tous cru Victoria. Ils avaient tous participé, par leur silence et leur jugement, à mon ostracisation. Il n'y avait plus de place pour la pitié. J'espère, commençai-je, ma voix portant juste assez pour que chacun entende, que vous comprenez maintenant pourquoi maman est morte en pensant que sa propre fille la détestait, et pourquoi elle a cru nécessaire de me donner une rente symbolique pour m'empêcher de dépenser les biens familiaux en futilité. Cette vision si était le chef Choud, œuvre de Victoria. Le cousin Philippe, habituellement si réservé, toussa fortement et détourna le regard, le visage empreint d'une honte visible. Il avait toujours regardé Victoria comme un modèle de succès. Maintenant, ce modèle était taché par la cupidité la plus vile. Je me tournai vers Mr. Davy, qui avait réussi à récupérer quelques feuilles volantes. Maître Davy, veuillez considérer ceci comme une contestation formelle du testament pour influence indue, dis-je, reprenant mon sac. Je laissai mon ordinateur branché. L'image granuleuse du salon de ma mère, avec la Victoria enregistrée hurlant sa convoitise, restait affichée sur l'écran plat, comme Monsieur Davy tout sauta une dernière fois l'air mal à l'aise, conscient de la tension glaciale qui régnait dans cette pièce habituellement réservée aux affaires froides et aux chiffres. Il arriva enfin au paragraphe que Victoria attendait, celui qui devait sceller l'humiliation finale, celui qui justifiait publiquement les 20 années de mépris qu'elle m'avait infligées en secret. Ses yeux pétillèrent d'une cruauté mal dissimulée, tandis qu'elle ajustait sa veste de tweed coûteuse, s'apprêtant à savourer ma déchéance. La petite somme que maman m'accordait, à peine de quoi couvrir mes frais de voyage, était présentée par le notaire comme une zarée, marque de charité, pour Barre, l'enfant qui a eu le plus de difficultés à établir, un euphémisme élégant pour désigner la parasite que Victoria avait dépeinte. Victoria se pencha vers moi avec un sourire carnassier. Eh bien Marie, il semble que maman ait finalement compris qui était digne de son nom et de son travail acharné. Tu vois, certains doivent travailler pour mériter leur place, n'est-ce pas? Sa voix était un murmure aigu, uniquement destiné à mes oreilles. Mais la méchanceté qu'elle y injectait résonnait comme un coup de fouet. Elle m'a humiliée encore une fois devant le reste de la famille qui hochait la tête, confirmant leur opinion silencieuse. Était la ratée, celle qui n'avait jamais rien fait de bon. J'avais supporté ce rôle âme oubliée pendant trop longtemps, portant le poids d'une culpabilité qui, était pas la mienne. J'ai senti la rage accumulée des 20 dernières années, monter dans ma gorge, mais je ne l'ai pas laissée exploser. Je l'ai transformée en acier froid. Au lieu de me lever et de fuir, comme Victoria s'y attendait, j'ai posé ma main sur le document que le notaire s'apprêtait à signer. Un instant, monsieur Davy, dis-je d'une voix étonnamment claire, qui trancha le silence lourd. Mon calme apparent déconcerta l'assemblée. Victoria se figea, son sourire glissant de son visage. Que fais-tu, Marie? La lecture est terminée. Accepte ta part minable, et ne nous fais pas perdre plus de temps. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ce regard que je n'avais plus osé lui adresser depuis mon adolescence. Non, Victoria. La lecture du testament financier est peut-être terminée. Mais le véritable héritage de maman n'était pas dans ces chiffres. Il était dans la vérité, une vérité que tu as pris grand soin d'enterrer. J'ai sorti de mon sac un petit appareil rectangulaire, un picoprojecteur, et j'ai demandé au notaire d'éteindre la lumière. Devant son hésitation, j'ai insisté. S'il vous plaît, monsieur Davy, la famille a besoin de comprendre comment Victoria a manipulé maman, comment elle a détruit notre relation et institutionnalisé mon mépris. La salle s'est obscurcie, laissant le seul ray de lumière de l'appareil fendre l'air chargé. Victoria s'est levée brusquement, ses yeux dilatés par la panique. « Arrête ça, Marie! Qu'est-ce que tu fais? C'est illégal !» Ses protestations étaient désespérées, mais elles étaient plus que des bruits de fond pour moi. J'avais attendu ce moment, cette seconde de pouvoir inverser, pendant 2 décennies. J'ai pointé le projecteur vers le mur d'acajou près de la cheminée massive. L'image est apparue. Une pièce familière, le salon de notre mère à Chelsea, et 2 silhouettes floues, notre mère Marguerite et Victoria, assises côte à côte. J'ai projeté la vidéo. Était un enregistrement que j'avais fait il y a 6 mois, lors d'une visite inopinée que Victoria n'avait pas vu venir.
Je mime, était caché dans la cuisine adjacente, laissant mon téléphone enregistrer, car je savais, au fond de moi, que Victoria était en train de miner l'esprit de maman. Le son de la voix de ma mère, faible et hésitante, a rempli le bureau du notaire, un fantôme audible de sa fragilité. Mais Victoria, es-tu sûre que Marie ne devrait pas avoir au moins une part égale? Elle est ma fille après tout, dit Marguerite sur l'enregistrement, sa voix tremblante. Puis vint la voix claire, froide, de Victoria. La voix qu'elle réservait aux coulisses, dénuée de toute affection filiale. Maman, sois raisonnable. Marie n'a rien fait de sa vie. Elle est une bouche inutile. Si tu lui laisses quoi que ce soit d'important, elle va tout gaspiller, comme elle gaspille son temps. Pense à l'image que cela donnera à la famille. La respiration de Victoria, la vraie Victoria, celle qui était maintenant devant nous, est devenue rapide et haletante. Elle a tenté de s'avancer pour arracher le projecteur, mais mon cousin Jean, choqué, l'a retenu par le bras. Tous les regards étaient rivés sur le mur, sur cette trahison mise à nu. La famille, qui m'avait jugé sur la base de ce que Victoria leur avait glissé à l'oreille pendant des années, commençait à comprendre à l'aile, étendue de la manipulation. L'enregistrement a continué, dévoilant la cupidité abyssale de ma sœur. Si tu veux que ton héritage serve à quelque chose de noble, comme tu dis, il doit aller à celui qui sait gérer les finances. Moi. Marie? C'est un parasite, maman. Elle a toujours été un poids mort. Donne-lui juste de quoi ne pas avoir l'air trop méchante, mais le gros, le mérite, revient à moi. C'est la seule manière de préserver ta mémoire. À ce mot, parasite, prononcé avec une telle condescendance et une telle froideur calculée, la salle est devenue silencieuse. Un silence absolu, lourd de honte et de révélation. Le choc était palpable. Les membres de la famille détournaient les yeux de Victoria, leur visage se transformant en masque de consternation et de dégoût. Ils ne regardaient plus la sœur affligée, mais le serpent hypocrite qui avait tissé sa toile de mensonges pendant 2 décennies pour s'assurer une fortune. Victoria a finalement crié, sa voix se brisant. C'est un faux! C'est un montage! Elle ment! Elle se débattait pour se libérer de la poigne de Jean, mais plus personne ne écoutait. Ces mots n'avaient plus de poids face à la preuve visuelle et sonore de sa trahison cynique. Elle avait été si sûre de son emprise, si certaine que j'accepterais mon sort sans broncher, qu'elle n'avait jamais envisagé que je détiendrais une telle arme. J'ai arrêté la projection. La lumière revint dans la pièce, révélant les visages décomposés. Le visage de Victoria était rouge de fureur et de défaite, des larmes de rage coulant sur ses joues. J'ai ramassé le projecteur, le poids d'une victoire écrasante entre mes mains. Voilà, monsieur Davy. Voilà l'héritage moral que je voulais partager. Maman N était pas lâche, elle était manipulée. Et moi, je N était pas une parasite. J était la victime d'une sœur avide et cruelle. J'ai révélé la vérité. J'ai regardé Victoria une dernière fois. Le mépris que j'avais ressenti toute ma vie pour elle était dissipé, remplacé par une pitié froide pour son âme vide. Tu pensais que tu pouvais continuer à m'humilier jusqu'à la tombe de maman, n'est-ce pas? Mais tu as oublié que la vérité a une voix, et ce soir cette voix a parlé plus fort que tout ton argent. Le notaire, visiblement secoué, a retiré la main tremblante de Victoria du document. Il a murmuré qu'il lui faudrait reconsidérer la validité morale du testament à la lumière de ces preuves accablantes. Il y aurait des enquêtes, des batailles juridiques, mais peu importait l'issue financière. J'avais déjà gagné la seule chose qui comptait. Ma dignité. Je me suis levée, sentant pour la première fois mon dos se redresser, non pas par contrainte, mais par une force intérieure retrouvée. J'ai laissé derrière moi le chaos, les murmures horrifiés de la famille, et Victoria brisée, qui s'effondrait sur une chaise, son empire de mensonges réduit à néant. En sortant dans les rues froides de Londres, je était plus la Marie humiliée, l'enfant raté, la parasite. J était Marie, celle qui avait révélé la vérité au monde. Ce jour-là, tout a changé. J'ai repris ma vie des mains de celle qui avait tout fait pour la détruire, et la lumière de cette libération brillait plus fort que toutes les richesses que Victoria avait volées. J'ai arrêté la projection. La lumière revint dans la pièce, révélant les visages décomposés. L'air était épais, saturé de l'odeur rance de la trahison et de la poussière soulevée par le mouvement brusque de Victoria. Le silence qui avait suivi le mot parasite N était rien comparé à ce silence d'après, lourd et cassant, qui emplissait maintenant le bureau. C était le silence de la vérité nue, loup, écho d'une bombe qui venait d'exploser au cœur de la famille. Le visage de Victoria était une étude de la déchéance. Rouge de fureur et de défaite, des larmes de rage et d'humiliation coulaient sur ses joues, emportant le masque de froide assurance qu'elle portait depuis si longtemps. Ses cheveux blonds, si soigneusement coiffés, étaient maintenant en bataille. Et sa veste de tweed coûteuse semblait soudain trop serrée, trop vulgaire. LN était plus la dame respectée, l'héritière désignée. LN était qu'une enfant surprise la main dans le pot de confiture, mais dont l'acte était impardonnable. J'ai ramassé le projecteur, ce petit appareil de vengeance, le poids d'une victoire écrasante entre mes mains. Je le tenais comme une relique sacrée, le symbole de ma rédemption. Voilà, monsieur Davy,
repris-je, ma voix maintenant calme, sans la moindre trace de l'amertume ou de la peur qui m'avait rongé pendant 20 ans. Elle était simplement factuelle, incisive. Voilà l'héritage moral que je voulais partager. Maman N était pas lâche. Elle était manipulée, affaiblie par la maladie et soumise à un harcèlement constant et calculé. Et moi je étais pas une parasite. Jai était la victime d'une sœur avide et cruelle qui s'est délectée à détruire ma réputation pour s'assurer une fortune. Monsieur Davy, cet homme d'une 50aine d'années dont l'existence semblait entièrement dévouée à la précision et à la neutralité du droit, était décomposé. Il avait l'air d'un buste de cire chauffé au soleil, se ramollissant et perdant toute sa forme. Ses mains, habituellement si fermes lorsqu'elles tenaient des documents légaux de plusieurs millions, tremblaient à présent de manière incontrôlable. Il ne pouvait détourner le regard du mur d'acajou, où le fantôme lumineux de Victoria et de maman venait de évanouir. L'encre du testament, étalée devant lui, devait lui sembler empoisonnée. Le reste de la famille, mes cousins, tantes et oncles, formaient un cercle de statues pétrifiées. Leurs visages, il y a quelques minutes encore remplis d'une condescendance polie à mon égard, étaient maintenant tordus par la honte et la réalisation brutale. Le cousin Jean, qui avait retenu Victoria, lâcha son bras comme si le contact lui brûlait la peau. Il éloigna d'elle avec une rapidité qui trahissait son dégoût. Les murmures, d'abord hésitants, se sont intensifiés, ne portant plus sur la piètre somme que j'avais reçue, mais sur la monstruosité de Victoria. Était un moment de justice cosmique, et je voulais en savourer chaque microseconde. J'ai regardé Victoria une dernière fois. Le mépris que j'avais ressenti toute ma vie pour elle, était dissipé, remplacé par une pitié froide, dépersonnalisée, pour son âme vide. Elle avait tout misé sur l'argent et le statut, et elle avait perdu la seule chose qui lui restait. Son honneur. Tu pensais que tu pouvais continuer à m'humilier jusqu'à la tombe de maman, n'est-ce pas? Articulai-je, ma voix portant juste assez pour fendre les murmures. Tu as utilisé ces dernières années, sa fragilité, pour te faire la part du lion, construisant ton empire sur le mensonge que étais indigne. Mais tu as oublié que la vérité a une voix, Victoria, et ce soir cette voix a parlé plus fort que tout ton argent, plus fort que toutes tes manipulations. Victoria ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Elle ne pouvait plus bluffer, plus manipuler. La preuve était irréfutable. Son silence forcé était la dernière touche à ma victoire. Le notaire, visiblement secoué, fit l'impensable. Il retira la main tremblante de Victoria du document qu'elle s'apprêtait à signer pour valider l'héritage de la petite somme à Son geste était lent, presque rituel. Il a pris une profonde inspiration, sentant le poids légal et éthique de l'instant. Madame, dit Monsieur Davy, s'adressant à Victoria avec une nouvelle distance. Son ton était professionnel, mais teinté d'une révulsion qui ne lui était pas habituelle. À la lumière de ces preuves accablantes, et compte tenu de l'apparente influence indue exercée sur la testatrice, je me vois dans l'obligation éthique de suspendre immédiatement l'exécution de ce testament. Nous devons reconsidérer la validité morale et légale des clauses. Il y aurait des enquêtes, bien sûr. Des batailles juridiques complexes, longues et coûteuses. Mais l'issue financière importait peu, était qu'une formalité administrative tardive. J'avais déjà gagné la seule chose qui comptait réellement. Ma dignité, et la réhabilitation de ma mémoire aux yeux de la famille, et, plus important encore, à mes propres yeux. La petite somme que maman m'avait laissée, cette moïdé, marque de charité, était maintenant une preuve, une pièce à conviction du crime moral de Victoria. Elle était la confirmation que même dans sa faiblesse, maman avait tenté de résister, de jeter une miette à l'enfant qu'elle savait être injustement traité. Je me suis levée, sentant pour la première fois mon dos se redresser, non pas par contrainte, par l'effort de paraître forte, mais par une force intérieure nouvelle, indestructible. Chaque fibre de mon être était détendue, libérée d'un poids qui m'avait courbé depuis mon adolescence. Le soulagement était si intense qu'il ressemblait à une douleur aiguë, mais était une douleur purificatrice. Je n'ai pas demandé la permission de partir. Je me suis détournée du désastre que j'avais créé et que Victoria avait rendu nécessaire. Derrière moi, le chaos s'installait. J'entendais les murmures horrifiés des cousins, la voix brisée et maintenant hystérique de Victoria, qui tentait de se justifier auprès du notaire en l'accusant de partialité, ses supplications se transformant en menaces vaines. Elle s'effondrait sur une chaise, son empire de mensonges réduit à néant, ses fondations faites de calomnies écroulant dans un fracas audible. Elle était devenue la paria qu'elle avait tant essayé de me faire devenir. Je suis sortie du bureau sans regarder en arrière. Le long couloir de la firme de notaire, d'habitude si froid et imposant avec ses boiseries sombres et ses tableaux d'ancêtres, me parut étrangement lumineux. Chaque pas résonnait sur le marbre poli, un son clair et défini, contrastant avec le brouhaha et l'agitation que j'avais laissé derrière moi. Je traversais l'antichambre, le personnel de réception me regardant avec une curiosité respectueuse. Ils avaient sûrement entendu le vacarme, le cri d'une fortune qui s'effondrait. Je les ignorais tous. Mon but était plus de me justifier, mais de respirer un air non vicié par la rancœur. Atteignant les lourdes portes en chêne, je les poussai avec une facilité surprenante.
Le bruit sourd de leur fermeture derrière moi, c'est là définitivement l'aile. Épisode C était la fin non seulement de la lecture du testament, mais de 2 décennies d'oppression psychologique. Je me retrouvais sur les rues froides et humides de Londres, le crachin fin de soirée me cinglant légèrement le visage. L'air, malgré sa fraîcheur mordante, était propre et revigorant. Il sentait le goudron mouillé et l'aile, échappement, un mélange terrestre qui me ramenait violemment à la réalité, loin du luxe moisi du bureau de Davy. J'ai levé les yeux vers le ciel nocturne, taché par les lumières de la ville. Le poids qui avait pesé sur mes épaules, la charge invisible de la culpabilité et de l'aile, échec que Victoria m'avait imposé, était envolé. Était une sensation physique, une légèreté inattendue, qui me donnait l'impression de flotter légèrement au-dessus du pavé. J'avais enfin pu me pardonner la vie que j'avais menée, car je savais désormais qu'elle n'était pas le fruit de mes insuffisances, mais la conséquence directe d'une malignité intentionnelle. Dans ma tête, les mots de ma mère sur l'enregistrement, ces quelques phrases hésitantes, résonnaient comme une mélodie douce et triste. Elle est ma fille après tout. Maman avait douté, elle avait lutté contre l'influence de Victoria, et que ça était cette petite étincelle de résistance qui m'avait donné ma victoire. Mon héritage était pas financier. Était la certitude d'avoir été aimée, malgré le brouillard toxique que ma sœur avait créé. Je était plus la Marie humiliée, l'enfant raté, la parasite. Ces étiquettes étaient tombées, brisées comme des miroirs. Était Marie, celle qui avait affronté l'injustice et révélé la vérité au monde. Je marchais lentement, sans direction précise, absorbant la réalité de ma libération. Pendant des années, j'avais vécu dans l'ombre, me sentant obligée de justifier mon existence modeste, ma carrière peu conventionnelle, mon refus de jouer le jeu des apparences bourgeoises. Victoria avait réussi à faire de moi une ombre, une figure honteuse que la famille devait tolérer. Maintenant, elle était l'ombre. La victoire était pas seulement la possibilité de contester le testament, même si cela signifiait que je récupérerais probablement une part juste de la fortune familiale. La vraie victoire était la dignité restaurée, le fait que je n'aurais plus jamais à baisser les yeux. Je n'aurais plus à entendre ces murmures, ces jugements silencieux lors des réunions de famille. La honte avait changé de camp. Je m'arrêtais près d'un lampadaire, la lumière chaude éclairant mon visage. Je sortis mon téléphone de mon sac. Il était plus un simple outil d'enregistrement, mais la preuve matérielle que j'avais été la gardienne de la vérité. Je pouvais maintenant commencer à vivre ma vie non pas en réaction à Victoria, mais en étant proactive. Les petits projets que j'avais mis en veille, les ambitions créatives que j'avais jugées trop insignifiantes face à la grandeur supposée de Victoria, tout cela pouvait reprendre vie. Je pensais au notaire. Monsieur Davy avait été secoué, non seulement par le scandale, mais par la remise en question de toute la structure sociale et légale qu'il servait. Il avait vu la malveillance se déguiser en piété filiale, et la justice, ironiquement, surgir de l'ombre d'une vengeance calculée. Il allait y avoir des répercussions considérables. La nouvelle se répandrait comme une traînée de poudre dans les cercles familiaux et d'affaires. La réputation de Victoria, construite pierre par pierre sur le mensonge, allait s'effondrer. Elle perdrait non seulement la majorité de l'héritage, mais aussi ses contacts, son statut. Elle se retrouverait seule, avec son avidité comme seule compagnie. Et moi, étais libre. Je me suis permis un sourire, le premier sourire sincère et sans amertume depuis des années. Il n'y avait pas de triomphe joyeux, juste une profonde satisfaction, la sérénité qui vient après la tempête. Je me suis souvenu de la sensation de l'acier froid dans ma gorge lorsque j'avais maîtrisé ma rage avant d'agir. Cette rage, canalisée, était devenue mon moteur, mon arme. J'avais transformé la douleur en stratégie, l'humiliation en preuve. J'ai repris ma marche, mais pas plus léger, plus assuré. Le chemin devant moi était incertain, mais il était le mien. Ce jour-là, tout a changé. J'ai repris ma vie des mains de celle qui avait tout fait pour la détruire. Et la lumière de cette libération brillait plus fort que toutes les richesses que Victoria avait volées. Était une lumière intérieure, inextinguible, qui me promettait un avenir où je n'aurais plus à me justifier. Un avenir où je pourrais enfin être l'enfant que ma mère, dans ses derniers moments de lucidité, avait essayé de protéger. La véritable héritière était pas celle qui avait les chiffres, mais celle qui portait la vérité. Et cette vérité, je la chérirais, la protégerais, et je la bâtirais ma nouvelle vie. La nuit londonienne m'enveloppait, non pas de solitude, mais de promesses. Je n'avais plus peur du froid. Était chaude de l'intérieur, illuminée par le feu de la justice.